Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des interviews Skill to Sell. Aujourd'hui, je reçois un ancien entrepreneur qui est devenu investisseur, Romain Vidal. Salut Romain. Salut François, merci pour l'invitation. Écoute, avec plaisir. Tu es aujourd'hui le fondateur du fonds Teampack Venture. Je vais te laisser nous présenter ce fonds, ses spécificités, puis on va revenir un petit peu sur tout ton parcours. Avec plaisir. Du coup, si je commence par Teampact, effectivement, on est un fonds d'investissement. On a plusieurs particularités. On existe depuis 2021. Euh, on investit en climat et en santé sur des boîtes qu'on pense pouvoir être les futurs leaders mondiaux de leur domaine, avec un fort intérêt, vraiment un focus particulier sur tout ce qui touche à la performance people. Et du coup, on est visible en partie parce que on a la chance d'avoir à nos côtés de très grands sportifs internationaux qui sont à la fois investisseurs, et c'est surtout la deuxième partie qui est plus inhabituelle. Ils sont investisseurs, mais ils sont surtout vocation à s'impliquer dans les boîtes. On pense que les grands sportifs issus de certains contextes du sport de haut niveau, en particulier des contextes dans des équipes qui ont gagné au plus haut niveau mondial dans la durée, ont beaucoup à apporter au monde de l'entrepreneuriat, euh, en particulier dans un domaine qui, d'une part, nous paraît être assez peu traité, de performance individuelle, de performance collective. Et puis, dans les faits, je sais plus quelle étude avait montré que 60 à 70% des échecs de startups sont dus à des problèmes people. C'est des cofondateurs qui se séparent, c'est des boîtes qui n'arrivent pas à attirer les meilleurs talents ou à les retenir. Euh, et c'est souvent ça qui tue les boîtes. Et donc, on pense qu'effectivement, il y a un arbitrage, il y a un trou dans la raquette là, que peut-être le monde du sport de haut niveau aurait des armes pour corriger un peu le tir. Toi, tu as été toi-même sportif de haut niveau ou pas du tout Et non, non, moi non, je suis le seul avec Louis, mon CFO, à pas, ouais, encore lui, il a quand même été assez, il a été assez loin en escalade, mais pas pro ou quasi pro comme peuvent l'être Benjamin, du coup, mon cofondateur qui est un international de rugby, qui a 16 ans de rugby pro, 40 sélections en équipe de France, 2 fois champion de France, 1 fois champion d'Angleterre. Ni même Basile, mon autre cofondateur, qui est pas passé pro, mais a fait quand même tout le parcours rugby jeune, puisqu'il a été jusqu'en centre de formation à Carcassonne, etc., jusqu'à ses 19 ans, avant de ensuite accepter qu'il passerait pas pro et puis de bifurquer vers les études à HEC et puis l'entrepreneuriat. Et ça, c'est mes cofondateurs, mais les autres sont aussi Hugo, notre associé, était ancien pro de handball à Aix. Marine est pas sportive, mais enfin est très sportive, mais a pas été pro, mais s'est occupée de le parcours de la flamme olympique. D'accord. Madeleine Bayon qui bosse beaucoup avec Benjamin est la seule française sur le tour Red Bull Cliff Diving, donc 12e dans les 12 meilleurs mondiaux en plongeon, mais à 20 mètres pour les filles, euh, etc., etc. C'est vrai qu'on C'est un à part critère. lui et moi, tout le monde est très sportif. C'est presque un critère de sélection pour entrer chez Teampack en tant que salarié et partenaire. Et du coup, tu nous disais que votre spécialité, c'est du coup tout ce qui est lié à l'humain. Comment en fait vous le matérialisez dès votre investissement en fait, enfin, vous le matérialisez avant ou dès l'investissement comment dire, Un l'implication choix. que vous allez avoir dans les boîtes dans lesquelles vous investissez? Ça commence clairement avant, hein, puisque c'est notre critère principal. Et on vit quand même dans un monde où on le voit bien, il y a différents types d'entrepreneurs. Et je pense que c'est un peu comme les goûts et les couleurs. Il y a des investisseurs qui sont plus attirés par des profils d'entrepreneurs peut-être plus visibles, plus auto-centrés, plus voilà, on en voit beaucoup à la télé là, etc. Voilà, le type d'entrepreneur que moi je n'aime vraiment pas du tout, parce que pour moi le principe de l'entrepreneuriat c'est de monter une équipe, et donc le rôle du CEO pour moi c'est clairement
d'empowerer ses employés. Donc, on va mettre beaucoup d'énergie en amont pour essayer d'identifier des profils justement qui sont beaucoup plus obsédés par l'empowerment de leurs équipes que par l'auto-promo et l'auto-congratulation, quoi. Et puis après, post-investissement, on met beaucoup d'énergie justement à leverager tous nos capacités, nos réseaux, etc. pour fournir des gens utiles et pertinents sur différents sujets, mais en particulier sur le sujet de la performance individuelle, de la performance collective. Benjamin et le reste de l'équipe, mais Benjamin en particulier, va mettre en musique toute cette implication des sportifs, ce qui est son rôle à temps plein, hein, et qui est vraiment quelque chose sur lequel on déploie beaucoup d'énergie. Du coup, les sportifs participent au conseil d'administration. Ça se passe comment en fait aujourd'hui? Ils peuvent, c'est pas impossible. Après, le conseil d'administration n'est pas forcément le lieu où les orientations, c'est plutôt des orientations macro, long terme, stratégiques qui se décident en conseil d'administration. Encore plus dans des boîtes jeunes comme ça où finalement, c'est quand même beaucoup d'incertitudes et on suit en temps réel ce qui se passe. Donc non, c'est plutôt dans une logique plutôt de one-to-one ou de rencontres informelles où vraiment il y a du temps et de l'espace pour échanger sur des meilleures pratiques, proposer du conseil, proposer des choses très actionnables, très concrètes. Voilà, j'ai tel problème, tu ferais quoi, etc. Bon, de toute façon, je pense qu'il y a un certain parallèle à faire entre un athlète et un entrepreneur, sur, la préparation, par rapport aux différents challenges qu'il doit rencontrer, l'entraînement, qu'il doit avoir par rapport à ses équipes et son rôle de coach. Vous l'avez, défini sous la forme d'une charte, ou? Non, c'est des choses sur lesquelles on avait pas mal réfléchi au début, justement, des logiques de charte, etc. La réalité, c'est que c'est quand même très difficile de généraliser ces sujets-là. Ça dépend beaucoup du stade de développement des boîtes, du type d'équipe cofondatrice. C'est pas pareil, évidemment, si c'est un entrepreneur solo founder versus des binômes ou des trinômes versus parfois des boîtes où il y a 5 ou 6 cofondateurs. Tout ça change beaucoup de choses. Est-ce que ça fait du revenu ou pas? Est-ce que tout ça, c'est des choses qui font que les boîtes fonctionnent pas de la même manière. Donc c'est dur de faire de la one size fits all. Donc non, on a une approche systématiquement très organique du problème, où d'une part, on va essayer de comprendre la situation comme elle est à l'instant T pour essayer d'y apporter des réponses concrètes. Et puis sur la partie performance individuelle en particulier, il y a une vraie logique de trouver un entrepreneur et un sportif, où d'une part le sportif va avoir un vrai intérêt pour l'activité, parce que c'est quand même c'est quand même beaucoup plus puissant quand les gens qui s'impliquent ont sont vraiment touchés aux tripes par ce que la boîte fait. Ça fait aussi partie de la thèse, hein. On rentre dans une période du monde où je pense vraiment le sens, les missions, le pourquoi on fait les choses est infiniment plus importante qu'avant. Je pense pour plein de bonnes raisons. Et en particulier pour les gens les plus brillants et ceux qui ont le choix. Et donc les sportifs, ça fait partie de ces gens-là, les gens qui ont plutôt le choix dans les gens avec lesquels ils passent du temps. Et donc c'est essentiel qu'il y ait ce fit. Et ça, c'est organique, c'est au cas par cas. Et parfois, c'est pas la première fois que ça prend. Et donc on va avoir vocation à essayer de multiplier justement les rencontres, les tentatives pour voir où est-ce qu'il y a le plus de match, quoi, de volonté mutuelle de travailler ensemble. Voilà. Donc plus cas par cas, plus organique. Sur la performance collective, un peu plus, parce que Ben a quand même là, il va avoir une approche un peu plus. Il y a beaucoup de points spécifiques sur lesquels on peut aider une boîte, beaucoup de types d'activités, d'ateliers, de choses qu'on va pouvoir retrouver dans certains vestiaires, etc., qui là peuvent être un peu plus normés, parce que pour le coup, les sujets
à traiter sont un peu plus systématiques, sujet de, je sais pas, de sentiment d'appartenance ou juste, il a un ordre en fait d'analyse où le point de départ c'est quand même à peu près toujours la connaissance de soi. Et donc, bah, ça, c'est quand même un truc où ça va être relativement à chaque fois qu'on va mettre en place des choses pour partir de ce point de départ de, OK, est-ce que tout le monde est suffisamment lucide sur soi-même, sur ses forces, ses faiblesses, etc., etc., etc. Déjà, si t'as pas ça, c'est dur de construire plus au-dessus. Donc, en général, ça part quand même de là. Du coup, tu as parlé du sens et de la recherche de sens. Qu'est-ce qui t'a, poussé toi, dans cette recherche de sens à travers Teampact? Par rapport à ton activité que tu avais déjà une activité de VC avant? Ouais. Plusieurs choses. Je pense des choses personnelles et puis des choses l'évolution du monde. Euh, la partie personnelle, bah, c'est mon choix et ça. Et je dirais, j'ai de la chance. C'est peut-être un des trucs que j'ai dans ma vie pour l'instant. J'ai toujours eu plutôt de la chance sur les timings. Là, j'ai l'impression que c'est peut-être le meilleur coup en termes de timing. Euh, ou juste une coïncidence que j'évolue en même temps que la société, quoi. Mais bon, personnellement, le choix, c'est personnel d'un point de vue, bah, moi, j'ai 2 enfants, ils ont maintenant 6 et 8 ans depuis hier, ma fille vient d'avoir 8 ans. Euh, et je suis relativement monomaniaque de manière générale. Et donc, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse dans la vie, à part bah, typiquement le VC et ma famille. Le reste, bon, bah, j'y passe assez peu de temps, que ce soit la politique, la télé, les faits divers, etc. C'est pas mon truc. Euh, et donc, bah, quitte à avoir ces deux choses-là, j'essaye d'avoir un peu de sens, de correspondance entre les deux, d'aligner un peu mes convictions perso avec mes convictions, enfin, avec mes actions pro, et d'être un exemple suivable par mes enfants. Et typiquement, bah, du coup, d'être aligné dans ce que je fais au quotidien, dans le travail. En plus, bah, mécaniquement, on y passe des heures. Je travaille pas, je suis pas dans une boîte de 10 000 personnes où on fait du 9h-17h, quoi. Et donc, bah, quitte à faire ce sacrifice et à passer moins de temps avec eux, bah, autant qu'une partie de ce que je fais dans le cadre professionnel puisse être utile comme exemple pour eux et qu'ils voient que bah, je le fais avec passion et avec alignement d'intérêts, etc., etc. Donc ça, c'est la partie perso qui se conjugue avec une partie plus pro qui est que bah, il y a une certaine évolution, je trouve, dans l'investissement. Encore une fois, dans mon industrie, hein, qui est très spécifique, de VC, d'investisseurs dans l'innovation très tôt, beaucoup de risques, beaucoup de tout ça. Tout ce que je dis n'a pas de valeur absolue pour d'autres corps de métier, même de l'investissement juste un peu plus tard que nous. C'est pas pareil, quoi. Donc, je parle vraiment que de ce que je connais moi. Euh, c'est une activité dans laquelle il y a quelques dizaines d'années, on a financé toutes les choses les plus structurantes pour la société, que ce soit les semi-conducteurs, le mobile, enfin Internet, le mobile, le SaaS, le cloud, beaucoup de choses qui sont vraiment des blocs structurants de la société moderne. Et je trouve que dans les dernières années, on a un peu perdu ça. On a financé des choses qui étaient finalement beaucoup plus futiles, voire des choses qui étaient plus ou moins des arnaques. Et donc, bah moi, j'aime pareil. Si j'essaie de me raccrocher à l'exemple que je vous montrais, bah ça se rapproche plus d'un métier de spéculateur relativement court terme, avec des boîtes qui montent très vite mais qui s'écrasent d'autant plus vite. Et ça, bah, c'est pas l'exemple que je veux montrer. Je pense que la spéculation, c'est pas quelque chose qui amène les gens qui le pratiquent bien loin. Au contraire, je pense que c'est une des plaies les plus importantes de la société moderne. Que souvent, ça se rapproche beaucoup de l'égoïsme aussi, qui est l'autre est probablement la plus grosse plaie de la société moderne. Donc ça m'intéresse pas, et donc j'essaye de revenir à des fondamentaux de OK, quelles sont les briques long terme sur lesquelles on peut parier et qui vont vraiment avoir une utilité indiscutable pour la société, sachant que, et c'est la troisième partie, c'est l'évolution sociétale globale et un espèce de shift où il n'y a pas que moi effectivement qui me pose la question de est-ce que je fais des choses utiles.
Euh, je suis absolument convaincu qu'il y a un changement suffisamment profond pour que les choses utiles prennent la place des plus grosses entreprises du monde dans les années à venir, parce qu'il y a beaucoup plus de valeur dans enfin, de valeur perçue de la part de la population mondiale sur le fait de mieux faire les choses, de vivre mieux, de s'alimenter mieux. Alors après, il y a des écarts, des excès, on parle de longévité, de biohacking, de trucs, de machin, mais il y a un focus beaucoup plus clair sur la qualité de la vie humaine et la vie sur Terre, et que comme les gens sont infiniment plus intéressés par ça maintenant que par la productivité du travail, qui pour moi était le sujet des 30 dernières années, et la valeur et les prochaines trillions de leur compagnie et les grosses boîtes et les gros leaders, etc., vont être là-dedans. Dans la santé, ça fait aucun doute. Je pense que tout le monde le sait depuis longtemps. On n'a pas le Google, le Facebook, le Amazon de la santé. Ça va arriver, c'est obligé. Alors, pas ces modèles économiques appliqués à la santé, mais des boîtes énormes dans la santé, ça va arriver, c'est obligatoire. Encore plus avec l'IA et la robotique. Et puis dans le climat, en ce moment, c'est plus tangent parce que il y a une appropriation politique, parce que ça n'a pas vraiment le statut que ça devrait être, c'est-à-dire un statut où tout le monde se bat dans une même direction, comme peut l'être plus la santé. Typiquement, je pense que tout le monde essaye de plutôt être en meilleure santé. Dans l'écologie, c'est bizarre. Il y en a qui veulent être dans une meilleure situation planétaire et d'autres qui apparemment veulent être dans une moins bonne situation planétaire. Donc bon, c'est plus difficile d'identifier cette énorme valeur à venir. Mais voilà, c'est un peu long comme explication, mais donc et d'un point de vue personnel, et d'un point de vue professionnel, et d'un point de vue constat de où va le monde et où est en train de se créer la valeur et où vont être les prochaines énormes boîtes, tout s'aligne pour dire c'est le bon moment pour faire un fonds qui investit dans des boîtes où il y a le plus de corrélation possible entre la performance économique, le chiffre d'affaires, et l'impact généré, parce que à notre avis, l'évolution des mentalités va faire que c'est ces boîtes-là qui vont gagner. Et du coup, un fonds, ça vit de LPs. Comment en fait structurer le recrutement de LPs qui sont alignés avec ces valeurs-là, et comment vous avez fait sur le premier fonds Impact? C'est une très bonne question. La réponse est simple. On n'a que des privés. D'accord. On n'a que des personnes physiques. On n'a pas d'instit, on n'a pas de corporate. C'est des messages qui sont. Alors d'une part, on fait climat et santé, donc on rentre pas dans les cases. On n'est pas suffisamment normé. En plus, on a une équipe avec des gens qui sont plutôt issus du sport, d'autres plus jeunes, d'autres ceci. Donc il y a une vraie approche. Nous, on a fait l'espèce de mouton à 5 pattes qui nous paraît être le bon attelage pour faire ce métier-là. Typiquement, ce genre de mouton à 5 pattes ne coche pas les cases d'un certain nombre d'acteurs plus normés. Et donc, quand tu fais un truc un peu différent, tu es obligé de plutôt aller chercher des gens que tu vas pouvoir convaincre sur du spécifique, une argumentation du pourquoi, du comment, comme je viens d'essayer de te le faire. Et là, la personne privée est beaucoup plus amène de prendre ses propres décisions. Elle n'a pas d'hierarchie à convaincre, elle n'a pas de ceci, elle n'a pas de ça. Et donc ça, c'est le type d'investisseur qui nous correspond bien pour l'instant. Le temps de faire la preuve d'une performance top décile européenne sur une stratégie de ce type, ce qui est un peu le domino qui manque en fait pour justement router beaucoup plus d'argent classique, pas de l'argent subventionné ou d'argent tracé par tel ou tel choix politique vers ces sujets-là, non, de l'argent neutre qui cherche les meilleurs rendements. C'est ça qui manque en fait. Il faut prouver que ces stratégies climat et santé, elles peuvent être celles qui rapportent le plus si c'est bien fait. Nous, on essaie de prouver qu'on sait bien le faire. Mais ça commence par les privés. Ouais. À mon avis, c'était la meilleure solution. Et du coup, aujourd'hui, en termes de nombre de LPs qui ont financé le premier fonds, ça s'est passé comment? C'est plusieurs centaines. Après, on est quand même un fonds agréé, donc on n'est pas ouvert à ce qu'on appelle le retail, donc à Madame Michu qui investit son épargne, qui malheureusement d'ailleurs est routée vers des choses dans lesquelles elle devrait absolument pas le faire. C'est ce dont on parlait là, des entrepreneurs visibles à la télé là qui font absolument n'importe quoi. Mais donc nous, on est réservé plutôt à des investisseurs avertis. Donc c'est des tickets relativement significatifs en centaines de milliers d'euros.
Mais bon, c'est quand même un fonds qui fait plus de 20 millions d'euros. Donc, c'est plusieurs centaines d'investisseurs. Plus, on a aussi des investisseurs dans des club deals, ce qu'on appelle. Donc, on est investisseur chez Alan, chez Wondercraft, chez Murphy, Le Fourgon, etc. Et ça a été fait vers avant la levée du fonds, dans des véhicules ad hoc qui ont été créés en fait uniquement pour investir dans une boîte. Et donc ça, c'est encore plusieurs centaines de personnes qui sont investisseurs dans ces véhicules-là, et pas dans le fond. Donc au Ouais, donc total, oui, c'est plusieurs centaines de personnes qui résonnent de près ou de loin avec cette logique de trouver le meilleur des deux mondes entre performance économique et impact indiscutable. parce que aujourd'hui, pour que tout le monde comprenne bien, vous avez un fonds principal et encore des club deals, ou vous n'êtes que sur le fonds principal dans votre capacité à déployer vos financements? On a les deux. La majorité de notre bande passante est consacrée au fond. Mais les club deals, parfois, enfin souvent, co-investissent avec le fonds. D'accord. Euh, mais bon, le travail est fait sur la partie invest du fonds, mais on peut rajouter des véhicules comme ça qui viennent augmenter la taille du ticket et ouvrir l'opportunité typiquement à des sportifs. Hein. Les sportifs ont pas tous les moyens de justement de cette barre un peu investisseur averti, plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est pas forcément accessible à tous les sportifs et pourtant nous, on veut qu'ils puissent investir mais sans faire n'importe quoi d'un point de vue financier pour qu'ils derrière ils s'impliquent. Et donc, on ouvre ces véhicules avec des montants d'investissement beaucoup plus faibles pour que un sportif qui gagne beaucoup moins d'argent, c'est-à-dire la grande majorité, puisse mettre 5 ou 10 000 euros, ce qui peut être déjà très significatif et justifier de s'impliquer beaucoup et d'être vraiment skin in the game, qui est un peu la clé du truc. Et puis après, on reste opportuniste, à la fois sur des deals qui peuvent arriver, qui sont vraiment dans la thèse, mais qui sont plus late stage. Typiquement, ce qu'on a fait avec Alan à l'époque, je pense qu'il n'y a pas d'autres Alan, hein, mais s'il y avait un autre Alan qui nous tombait sur les genoux, on le referait, probablement, via un club deal. Et aussi, dans certains cas, juste dans une logique de, quand les boîtes deviennent plus avancées, de pouvoir réinvestir. Mais le fonds, c'est un fonds early stage, seed série A. S'il y a une boîte qui arrive en série B, série C, série D, c'est plus vraiment son métier de faire ça. Et donc, dans certains cas, on va choisir de créer un véhicule ad hoc pour aligner plus les attentes de performance des investisseurs avec la réalité de cette boîte-là, qui est peut-être moins un truc très très high risk avec un très très high reward, mais plus un truc medium risk parce que la boîte est plus avancée et que elle a moins de chances de planter, mais elle a aussi moins de chances de faire x100 quoi. Et si elle fait x3 ou x10, tout le monde est très content quoi. Tu, ça fait 15 ans que tu es VC, donc tu as vu passer des deals et dans ce podcast, on interview et on veut comprendre aussi ce qui font, ce qui fait le succès ou l'échec d'une entreprise. Tu as beaucoup parlé, de l'équipe. Pour toi, c'est quoi les grandes caractéristiques d'une équipe soudée? Heu, comment comment on la détermine et comment surtout on la maintient dans la durée? C'est un peu, c'est tout le défi de ce qu'on essaie de mettre en place. Donc la question serait beaucoup mieux répondue par mon associé Benjamin Kaiser, du coup. Euh, mais moi, d'un point de vue plus superficiel, d'une part, je pense que c'est pas pour rien qu'on va sur ces sujets à mission très forte. C'est que je pense que c'est quand même un facteur, qu'on le veuille ou non, qui fait que les gens sont beaucoup plus engagés. C'est quand il y a une finalité visible, claire, mesurable, quantifiable. Enfin, plus c'est visible, clair, mesurable, quantifiable, etc. Et plus les gens, sans que tu aies besoin de faire beaucoup plus, s'alignent avec ces résultats concrets. Tu vois, je pense à une boîte, un Wondercraft, là, typiquement, la visibilité, les réactions des gens, les émotions, le changement de vie visible que ça génère chez les patients, mais aussi de manière générale dans le grand public, forcément, ça a quelque chose de très fort.
et qui, bah, comme on s'en doute, hein, pour des gens pour qui c'est important de faire des choses bien sur Terre, bah, ça fait que tu travailles plus dur, quoi, plus t'es plus engagé. Ça, c'est naturel, on le connaît tous, au même titre qu'on va faire du bien meilleur travail pour aider sa femme ou sa sœur que pour un inconnu dans la rue, quoi. Il y a un côté naturel à ça. Et puis après, bah, je vais pas plagier le truc, mais je pense que l'approche de Ben est évidemment la bonne, c'est-à-dire pour avoir des équipes soudées, bah, il faut faire un travail de d'essayer d'aller chercher une espèce de flow collectif, quoi, où tous ensemble on se retrouve dans cette émulation. Et donc ça, bah, ça passe par commencer par déjà que tout le monde soit assez lucide sur son rôle, ses forces, ses faiblesses, enfin la réalité de qui il est, que ça ensuite ça soit partagé entre tout le monde et qu'il y ait un vrai travail de OK, quelle est la configuration et quelles sont les adaptations nécessaires à avoir une équipe qui est la plus fonctionnelle possible. Et dès lors que ce travail-là est fait de manière individuelle par tout le monde dans un but unique d'aller chercher ce flow collectif, bah, on peut avoir des choses absolument miraculeuses. Euh, Parce qu'on est dans des environnements où il y a encore pas trop de gens et où bah, quand cette alchimie prend, bah, c'est magique, quoi. C'est évidemment beaucoup moins pertinent et possible quand on commence à parler de boîtes en dizaines de milliers, centaines de milliers de personnes. Là, faut pas se mentir, c'est plus notre combat, c'est plus notre sujet. Mais à ce stade-là et dans un certain nombre de configurations de ce type, bah, on peut avoir des trucs incroyables en faisant des choses relativement simples finalement, mais juste la base du bon fonctionnement d'un collectif d'humains, quoi. En fait, juste de pas prendre de raccourcis sur tout ce qui fait que deux personnes peuvent être efficaces ensemble. Mais c'est pareil pour un mariage, c'est pareil pour une équipe de sport. Tout ça, c'est les mêmes choses. C'est plus votre combat, mais si à la limite, tu as mis la culture d'entreprise dans ses valeurs, quand l'entreprise grandit et que tu as des dirigeants qui cherchent à maintenir une certaine culture, on retrouve cet esprit dans la durée. Je suis pas sûr de comprendre ta question, mais oui, a priori, Oui, la réponse va être oui. Mais c'était plus une remarque qu'une question, voilà. Mais et du coup, toi, est-ce que tu as c'est quoi tes grands red flags en tant qu'investisseur par rapport aux équipes que tu rencontres et dont tu vois assez vite qu'elles ne sont pas alignées? euh, bah moi, je vais quand même commencer par les fondateurs parce que bah alors, on le dit comme on veut, le poisson pourrit par la tête ou alors c'est un sujet d'exemple souvent. Euh, et donc là, bah il y a tout un sujet de, comme je disais tout à l'heure, quoi. Est-ce que c'est des gens qui sont très auto-centrés, égocentrés, qui sont convaincus que le succès est une conséquence directe de leurs actions, qui qui sont animés par des valorisations un peu futiles, typiquement, voilà, d'être en couverture de magazine, de trucs, de machin, de passer à la télé. Euh, Ça, c'est un peu les red flags d'un point de vue individuel et fondateur. Puis après, des parcours, hein, on va évidemment regarder aussi qu'est-ce qu'ils ont choisi de faire avant, etc., etc. C'est souvent des bons indicateurs aussi. Quelqu'un je sais pas moi, un type qui a bossé chez Philip Morris et qui ensuite a lancé un business de vape pour les adolescents, bon, bah, ça va pas forcément partir avec beaucoup de points positifs. Et bon, après, il y a toujours des repentis. Hein. Parfois, c'est les mieux d'ailleurs, hein, ceux qui rejettent en bloc une vie précédente pour se consacrer à toute autre chose. Ça peut être les gens avec le plus de grinta, quoi, de force. Et d'un point de vue collectif, bah en fait, je sais pas comment le dire de manière granulaire, mais ce qu'on va chercher, c'est d'identifier les gens qui sont dans des attitudes très mercenaires, donc où les boîtes sont principales, où le choix le critère principal pour rejoindre, c'est le salaire, ou des durées, une durée moyenne où les gens restent assez peu dans les boîtes, une boîte très connue où les gens restent en moyenne 7 mois.
bon, bah, ça peut exciter certains VC qui se disent ouais c'est cool, c'est véloce et tout, mais bon, dans les faits, et surtout si tu as un peu des enjeux qualité, etc., bah, les gens qui partent au bout de 7 mois, ça veut dire qu'en général, ils laissent en plan des chantiers que personne ne va jamais reprendre, etc., etc. Donc ça peut être emmerdant, et puis surtout, ça veut dire qu'il y a un truc qui est foireux, un truc qui est foireux, quoi. Donc on va essayer quand même Qu'il y a une culture qui est pas forcément propice comment dire? Je vais pas dire l'accumulation, mais à l'intégration dans la durée et à la capitalisation sur les savoir-faire, individuels. Ouais, puis il y a une logique, une équation aussi bassement économique, hein. Ça coûte infiniment moins cher au final de prendre quelqu'un en stage et de le faire monter pendant 10 ans jusqu'à une position de responsabilité très importante, versus attendre 10 ans et puis aller débaucher un gars qui va demander 300, 400, 500 k par an, et qui en plus aura pas tout cet affect, cet historique, etc., etc. Donc même d'un point de vue pur allocation de ressources, qui est quand même un peu le rôle principal d'un CEO, bah c'est pas très pertinent, quoi. Je suis d'accord. Comment, tu me disais en introduction, qu'en tant qu'investisseur, vous êtes un peu sur le siège passager, mais comment toi tu conseilles à un entrepreneur de se préparer à sa session et à partir de quel moment tu penses qu'il est, pertinent de réfléchir à l'étape d'après? Une très bonne question. Je vais faire une réponse un peu con. Euh, je pense qu'il faut à la fois y penser en permanence, surtout quand on a commencé à prendre des investisseurs, etc. Euh, mais sans pour autant en faire un objectif. J'ai l'impression que les gens qui veulent vendre à tout prix, en général, ça foire. Euh, les gens qui veulent pas vendre du tout, ça foire aussi. Euh, Enfin, on dit souvent les boîtes sont pas vendues, elles sont achetées, quoi. Donc moi, d'une certaine manière, ce qui me plaît, c'est de voir des équipes fondatrices qui sont dans une démarche de très long terme là-dessus et qui donc vont avoir une discipline régulière, un peu systématique, quelles que soient les périodes, quel que soit l'état du business, etc. Et c'est pareil avec les invests d'ailleurs, mais que ce soit invest ou M&A, avoir cette attitude un peu systématique d'être toujours en contact, d'avoir des discussions qui n'engagent à rien, mais qui permettent d'être dans le radar, que ce soit avec donc les VC ou les investisseurs, avec les banquiers et avec les concurrents, donc les concurrents, que ce soit petits, moyens, gros. Je pense que ça fait partie du rôle du CEO que de se contraindre à avoir cette attitude euh, ouverte sur l'extérieur, euh, et mécaniquement du coup bah, de peut-être générer des marques d'intérêt de la part de tel ou tel acteur qui, à force de voir justement bah, l'évolution positive, la qualité du management, etc., etc., va se dire attends, mais ça fait 2 ans qu'on essaye de faire ce truc en interne, on n'y arrive pas. Peut-être que le truc plus simple, ça serait d'essayer de racheter ce truc-là. Euh, je, voilà, moi, je dirais, c'est ça le fact. Comme pour tout, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu une notion de professionnalisme. Et on revient sur la performance individuelle. C'est comme un sportif qui s'entraîne tous les jours et qui ne néglige aucune partie de son entraînement. Bah là, c'est pareil. Je pense que ça fait partie de l'entraînement général d'un bon CEO que d'avoir cette attitude préparée par rapport à ces sujets d'exit. Voilà. Je sais pas si c'est Et une réponse et un peu naze, mais non, je trouve que c'est une réponse, que je partage en tout cas, parce que je partage vraiment ce mojo de dire, on n'achète pas une entreprise, on la vend. On ne vend pas une entreprise, on l'achète. Mais, et est-ce que du coup, toi, tu vois un peu des erreurs qui se reproduisent de participation en participation, de personnes qui, n'anticipent pas assez les choses ou qui vivent mal les choses après, parce qu'ils les ont mal anticipées? répète, s'il te plaît.
Est-ce que, tu vois aussi des patterns de personnes qui n'anticipent pas assez cette, préparation-là et qui peuvent aussi bien, du coup, avoir une vente qui foire que même une vente qui a pu se passer, très mal la vivre derrière? Alors, une vente qui a pu très mal se passer, non, pas forcément. Quand ça se vend, ça se vend. Là, pour le coup, j'ai l'impression que enfin l'avant, change pas grand-chose à l'après en termes de vente. Parce que là, après, c'est peut-être un peu triste ce que je vais dire, mais la majorité des ventes, enfin la majorité des acheteurs sont pas très forts pour acheter. Donc c'est rare enfin souvent ça va être de leur fait quand ça merde derrière, quoi. Euh, Par contre, oui, sur des parcours du coup où bah on trouve pas, où on sort pas, ou en tout cas on prend beaucoup plus de temps que prévu, et puis beaucoup plus de défocus, et puis que ça a des impacts sur le business, etc., etc. Bah oui, mécaniquement, c'est des phases. Arthur le disait, là, Arthur Quero que tu interviewé, c'est des phases où clairement euh, le business avance pas. Et donc, bah, plus c'est préparé, et plus ces phases peuvent être courtes, et où on peut éviter tous ces écueils sur la boîte, sur les employés et sur le process de vente en lui-même, etc., etc., quoi. Donc, Comment pour toi un dirigeant doit-il se préparer à rendre la boîte la moins dépendante de lui? Que ça soit pour rassurer ses investisseurs comme toi ou, rassurer, un futur acquéreur? c'est particulier ce sujet de la non-dépendance au CEO. Mon intuition à cette question, c'est ça n'existe pas la non-dépendance au CEO. Ce qui existe par contre, c'est une non-dépendance opérationnelle, c'est-à-dire avec un CEO qui a un rôle absolument central et clé dans le cadre d'une boîte indépendante, qui va être du coup un CEO qui est assez orienté vers l'externe, qui impulse l'orientation, qui engage les gens, euh, qui gère les investisseurs, etc., etc. Bloc qui, effectivement, le jour où une boîte est rachetée, a plus vraiment d'utilité, parce que ça va être repris par typiquement la boîte qui a racheté. Donc, à la fois, bah, il se rend euh, non indispensable, mais à la fois, pendant la vie de la boîte, il l'est absolument. Euh, voilà. Sachant qu'il y a peut-être un autre cas de figure qui est des CEO qui ont des compétences très spécifiques et qui, avant même des étapes plus M&A, vont faire le choix de redescendre dans l'organisation à des rôles où eux, ils ont un rôle absolument indiscutable, et où bah, ils vont créer beaucoup plus de valeur sur un rôle interne qui fait avancer le schmilblick que sur un rôle externe de dirigeant, de visibilité, de trucs, de machin, et où donc ils vont se virer eux-mêmes pour recruter quelqu'un qui s'occupe de toute cette partie-là et qui lui du coup sera le fusible à enlever ou à garder, peu importe, mais au moment d'une vente. Voilà, ça me paraît être un peu les deux scénarios qui fonctionnent, quoi. Écoute, bah, merci beaucoup pour ces réponses. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Non, je crois pas. Avant qu'on passe dans le petit quiz improbable. Non, non, a priori, non. Bon, écoute, on va basculer ce coup sur le petit quiz. Est-ce que tu es, thé ou café? Aucun des deux. Je suis chocolat au lait. Chocolat au lait? Combien par jour, du coup? Ça dépend. Est-ce que tu as une dépendance au chocolat, Non. en général? Non? Ah non, j'ai pas de. J'essaye de limiter les dépendances, j'en ai une ou deux, mais pas de cette nature-là. Avec, toi qui es VC, si tu pouvais, en fait, financer un super-héros, ou un héros de film, quel serait l'héros que tu aurais aimé accompagner? Ah, ça aurait mérité d'y réfléchir plus. Alors, on passe à la question d'après, on y reviendra dessus? Ouais.
Ok. Quel est ton mot préféré? Quel est mon mot préféré? Les prénoms de mes enfants? Ah, Mia et c'est Noah. Mia et Noah, c'est ça? Quelle est la chanson qui te met tout le temps la pêche quand tu l'écoutes? Alors, je suis un peu particulier parce que moi, je suis du genre, je lance Spotify sur, en général, Refuse du sol. Je sais même pas comment s'appelle la chanson. Et j'écoute juste ce qu'il me propose ensuite. Euh, Ça fait partie de ces trucs d'éviter des dépendances, typiquement. Je suis pas fan de qui que ce soit. Non, peut-être si je revenais à des trucs d'adolescence ou quoi, je sais pas, peut-être les trucs où j'ai plus écouté, peut-être du Linkin Park ou non, du Metallica, Nothing Else Matters. D'accord, bah, pas mal. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle période aurais-tu aimé entreprendre ou être VC? Maintenant, Maintenant? Et quel est le plat le plus bizarre que tu aies mangé pendant un déjeuner d'affaires? ça rien, en plus, je suis vraiment, alors pour le coup, j'ai les goûts d'un gamin de 8 ans. Et en général, j'attends que les autres choisissent au restaurant pour copier sur quelqu'un. C'est une Euh, très bonne technique, hein. Ah ouais, ouais, c'est... Bah, ouais. Non, en déjeuner d'affaires, j'avoue que de temps en temps, du coup, on se fait inviter à des trucs étoilés ou quoi. Et donc, j'ai dû manger des trucs extrêmement bizarres pour moi. Moi, typiquement, je sais pas, manger des fruits de mer ou des huîtres ou quoi. Et c'est vrai que des très bons restos étoilés, ils arrivent à te faire manger ça et à que tu prennes du vrai plaisir. Donc, je dirais ça, quoi. De manière générale, bouffer un truc que tu n'aurais jamais mangé ailleurs, mais dans un étoilé, d'un coup, sachant que, tu vois, j'ai dû en faire 3 dans ma vie, hein. C'est vrai que c'est bluffant, cette capacité qu'ils ont. Voilà. Donc du coup, sur ma question qui suit en général, qui est est-ce que Des tu es plutôt huîtres, des McDo? huîtres. Ouais. Ouais. Ah, et sur le Superman, là? Non, la question qui suit d'habitude, c'est plutôt est-ce que tu es plutôt McDo ou gastro? Mais si tu as les goûts d'un enfant de 8 ans, tu es plutôt McDo. Alors, j'essaye d'éviter McDo, mais KFC, oui. Ah ouais, d'accord. Bah, on est de la même team alors. Est-ce que tu es plutôt lundi matin ou vendredi soir? Et la question corollaire, c'est quelle est ta discipline que tu peux mettre pour faire la jonction ou la séparation entre la vie professionnelle et la vie Bah, c'est pour ça que je savais pas te répondre, en fait. J'ai pas de séparation entre ma vie perso et ma vie pro. Je sais que c'est pas toujours un truc. En fait, j'essaye justement de supprimer ces espèces de barrières psychologiques pour pouvoir être dispo à fond pour les deux. Donc, ça veut dire qu'au sein d'une journée, si j'ai un trou dans l'agenda et que je peux aller passer 2 heures avec les enfants, mais au même titre, le week-end, s'il y a besoin, bah, je peux passer 2 heures sur un call ou la nuit sur un call à New York ou je sais pas quoi. Tu dors pas Et beaucoup? ça m'a jamais dérangé. Donc le lundi ou le vendredi, je m'en fiche un peu. C'est plutôt un truc un peu constant mais d'essayer d'être sur les deux. Peut-être que beaucoup disent que c'est stupide. Moi, ça me plaît comme ça, donc je vais continuer. Du coup, tu es quelqu'un qui dort pas beaucoup. Sûrement pas autant qu'il faudrait, mais j'essaie quand même de faire gaffe. Euh, Parce que là, bon, quand même, je suis investisseur en santé, etc. Il y a peu de choses qui sont plus démontrées que l'importance de faire 7-8 heures de sommeil. Donc oui, j'ai beaucoup de ratés, mais j'essaye de chercher une régularité là-dessus. Ouais. Enfin, dernière question dans cette série, quelle est la chose la plus étrange que tu peux avoir dans ton bureau? Bah, je sais pas, plus étrange. Je sais pas, mon bureau, c'est une espèce de. Enfin, mon bureau, c'est chez moi, donc du coup, mon bureau, il fait un peu aussi Office de chez toi, quoi. débarras pour le reste de la famille. Là, il y a une cuisine. Donc, beaucoup de choses très étranges dans mon bureau. OK. Écoute Romain, merci beaucoup pour ton temps. Si des auditeurs souhaitent te contacter ou contacter Teampack, quel est le meilleur moyen de venir vers toi?
Je dirais LinkedIn, mais sans aucune garantie. Je suis pas, pareil, je suis pas obsessionnel de l'inbox zéro, etc. Des fois, j'assume que ça peut être utile de relancer. Mais LinkedIn, c'est le plus facile quand on n'a pas mes coordonnées, quoi. Tout le monde peut me trouver, donc. Super. Et est-ce qu'il y aurait une personne que tu me recommanderais d'inviter en dehors d'Arthur Kérou? Pour parler d'Exit, Ouais. Ou de bon, croissance? bon, les deux, Quentin Bordage, Call Square, Ok. Eh ben, écoute, extraordinaire, extraordinaire. eh ben, je prendrai contact avec lui, de ta part. Ouais. Et Merci sur le beaucoup. super-héros, je pense Spider-Man, du coup. C'est D'accord. celui qui peut-être est le plus dans cette recherche de un bon équilibre de responsabilité et puis sans trop se prendre au sérieux. Je trouve ça pas mal. Bon, super. Écoute, Romain, merci beaucoup pour ton temps et à très bientôt sur Marseille. Merci beaucoup.